Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous, et merci aux participants d'être déjà très nombreux au niveau de cette soirée. Je remercie le professeur Francis Berenbaum qui nous a rejoints. Je vous présenterai un petit peu plus en détail juste après. Alors, quelques présentations. Pour petit rappel, voilà, mais je vois que ça y est, on sait que ça fonctionne. Petit rappel sur le plan technique. Donc, vous avez possibilité de poser des questions par chat sur le côté ou des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la flèche envoyer. On voit qu'il y a du Lyon qui est en connexion, du Vincennes, du Bordeaux, etc., etc. Donc, tout fonctionne bien. Et ce sera un réel plaisir de pouvoir répondre par la suite à l'ensemble de vos questions. Alors, ce soir, c'est avec grand plaisir que nous recevons le professeur Francis Berenbaum, qui est chef du service rhumatologie du groupe hospitalier Saint-Antoine dans le cadre de l'APHP, Hôpital Assistance publique hôpitaux de Paris, de Paris, qui est intervenant. Alors, vous allez peut-être reconnaître sa tête, parce que dernièrement, il est passé pas mal sur les réseaux sociaux, on l'a vu à la télévision, il est passé quelques journaux, et notamment, il a pris à cœur de défendre, mettre en avant la rupture, notamment sur les médicaments, et une dernière rupture importante qui concernait la cortisone dans le cas des rhumatismes inflammatoires chroniques. Et donc, nous avons d'ailleurs relayé pas mal d'articles Landar à ce sujet. S'il y a un problème technique, ne vous inquiétez pas, ça viendra sur la faute de Ludivine qui s'est absentée, donc c'est pour ça que j'en profite pour la charger un petit peu. Ludivine qui s'occupera de la partie technique, qui est notre responsable digital au niveau de l'association Landar. Et puis donc moi-même, Gérard Thibault, bon, vous commencez à me connaître un petit peu, vice-président de Landar, et je serai modérateur de cette session. Je vois que pas mal vous connaissent parce que je vois bonsoir professeur, bonsoir professeur. On sait que vous êtes quelqu'un de connu. Un petit mot concernant l'actualité. Landar s'est engagé avec 15 autres associations à défendre l'aspect des produits biosimilaires et notamment pour revendiquer justement de faire en sorte que la substitution ne soit pas laissée aux mains des pharmaciens. Et le projet de loi qui visait à autoriser cette substitution viendrait être annulé. Donc c'est vraiment une victoire et c'est un combat. On avait parlé très souvent par rapport à la substitution au niveau des biosimilaires. Alors moi, je suis très content de cette belle carte, là, 2020. Elle est vraiment aux couleurs du nouveau logo de Landar. Et au travers de cette carte et au nom de Landar, moi, je suis très heureux ce soir de vous présenter, parce que ce sera notre dernier rendez-vous pour 2019, de vous présenter tous nos voeux de bonheur et de réussite. Et puis, peut-être pour certains d'entre vous, pour tout le monde, mais encore plus pour certains, surtout des vœux d'excellente ou de meilleure santé. Alors, Landar se fait toujours remarquer par son côté innovateur et ça poursuit en 2020, puisque dès le mois de janvier, Landar vous proposera différents rendez-vous tout au long de l'année par des ateliers pratiques compatibles avec la polyarthrite rhumatoïde. Et on va commencer le 22 janvier, je ferai un rappel en fin de conférence, 22 janvier avec un atelier yoga qui sera animé par Nathalie Pierrard de l'association Équilibre Vini Yoga. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Je suis ravi ce soir parce qu'a priori, le son est nettement meilleur que notre dernière webconférence. Petite information également, le calendrier qui circule encore, alors calendrier 2019, mais vous pouvez vous le procurer gratuitement au niveau de Landar, et un petit jeu qui consistait à mettre en avant un professionnel de santé et un malade dans des cas de la vie courante. L'objectif étant de déterminer qui est le malade, qui est le professionnel de santé. Et je passe, et avec beaucoup de plaisir, la parole donc au professeur Francis Berenbaum. C'est à vous, professeur. Merci beaucoup, Gérard. Merci. Ça me fait vraiment très plaisir de participer à cette webconférence. C'est une formidable initiative qui permet à tous comme ça, de chez soi, de pouvoir discuter ensemble. Et on a choisi aujourd'hui de parler
des actualités sur la polyarthrite rhumatoïde. Et vous allez voir qu'il y en a quelques-unes tout à fait intéressantes. Alors, tout d'abord, un tout petit rappel, je pense que quand même la majorité d'entre vous connaissent ça, mais c'est quand même important de rappeler. Hein. Le mot polyarthrite, ça veut dire plusieurs articulations. En général, la polyarthrite rhumatoïde, ça touche plusieurs articulations. Arthre, donc c'est pour articulation, et it, quand il y a un mot qui finit par it, ça veut dire inflammation. Donc, dans le mot, c'est une inflammation de plusieurs articulations. Et le côté inflammatoire, en fait, c'est le fait qu'il y ait des douleurs la nuit, qu'il y ait la nécessité d'un dérouillage le matin pour débuter sa journée, et puis le fait de constater que ces articulations gonflent. En plus de ça, vous voyez qu'il y a d'autres signes dans cette polyarthrite rhumatoïde, mais on y reviendra, hein, en particulier sur la fatigue, ça il faut absolument qu'on y revienne. On fait le diagnostic sur la présence d'auto-anticorps qu'on appelle les anticorps anti-CCP ou ACPA, même si toute polyarthrite rhumatoïde ne s'accompagne pas de ces anticorps. On peut avoir une polyarthrite rhumatoïde sans avoir ces anticorps. Et d'autre part, il y a en règle générale un syndrome inflammatoire biologique, c'est-à-dire une vitesse de sédimentation accélérée et une CRP augmentée, mais encore une fois, toute polyarthrite rhumatoïde ne s'accompagne pas nécessairement de ça. Ça, c'est vraiment important à bien prendre en compte. On peut poser, nous, rhumatologues, un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde sans qu'il y ait ces éléments-là. L'imagerie, évidemment, est très importante, en particulier les radios, mais on a aujourd'hui l'aide de l'échographie qui peut effectivement nous apporter des informations intéressantes, et même également l'IRM dans des cas plus rares, mais enfin qu'on peut être amené quand même parfois à demander. Alors vous voyez ici sur la droite comment est fait une articulation avec ces deux extrémités osseuses recouvertes chacune de cartilage qui est en bleu ciel, et chacune de nos articulations est entourée d'une capsule articulaire, et la capsule articulaire, elle est tapissée d'une membrane qu'on appelle la membrane synoviale, et cette membrane qui est en rouge ici, normalement, est très fine, et dans la polyarthrite rhumatoïde, elle s'épaissit, elle devient très inflammatoire, et vous verrez dans ma présentation une image de cette synovite. Alors, pour bien appuyer sur le fait que c'est la polyarthrite est une maladie chronique, eh bien, il faut savoir que il y a beaucoup de maladies chroniques hein, qui sont bien connues, le diabète, l'asthme, l'hypertension artérielle. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie chronique. Ça veut dire que elle est toujours là, que malheureusement aujourd'hui on n'est pas capable de la guérir, mais qu'en revanche aujourd'hui on est bien souvent capable de mettre la polyarthrite en rémission, et parfois même elle est spontanée, mais ça c'est quand même extrêmement rare. On s'appuie en général sur des médicaments pour qu'elle soit en rémission, on va y revenir également. Alors quelles sont les articulations qui sont atteintes par la polyarthrite? C'est essentiellement les mains, les poignets et les pieds. Ça explique pourquoi en général on demande ces radios des mains et des avant-pieds, parce que ce sont là les localisations les plus fréquentes. Néanmoins, eh bien, d'autres articulations peuvent être touchées. Les genoux, les épaules, les hanches, plus rarement maintenant le cou, même si ça peut encore arriver, ou les articulations mandibulaires. Mais en revanche, il faut bien savoir que le mal de dos, hein, c'est-à-dire les douleurs qui sont dans le bas du dos, eh bien, ce n'est pas la polyarthrite. Ça, c'est une question très fréquente hein, de nos patients qui viennent nous voir en consultation. C'est « Docteur, j'ai mal au dos, est-ce que ça peut être la polyarthrite ?» Quand c'est bas du dos, ce n'est pas la polyarthrite. Alors, on dit polyarthrite et pour autant, il peut y avoir d'autres endroits qui peuvent être touchés par la maladie. Ce qui est le plus fréquent, c'est quoi? C'est la sensation de bouche sèche. Hein, c'est ce qu'on appelle également dans notre jargon le syndrome de Gougerot-Sjögren ou le syndrome de Sjögren, qui peut donner la bouche sèche, qui peut donner les yeux secs. Toutes les muqueuses peuvent être asséchées parfois au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Il y a d'autre part parfois la formation de nodules. C'est un petit peu comme un petit pois ou une noix
qui est assez dur et qui apparaît sous la peau. En général, c'est ce qu'on appelle les zones d'extension, c'est-à-dire au niveau des coudes, parfois au niveau des mains. Ça peut apparaître à ce niveau-là, ces petits nodules qui sont en règle générale non douloureux, mais qui peuvent être parfois gênants, soit par frottement, soit même esthétiquement, et qu'on peut être amené parfois à retirer. Les autres localisations sont beaucoup plus rares, hein. La neuropathie, c'est-à-dire des fourmillements qui peuvent apparaître au niveau des pieds, ou les reins. Alors quand je parle des reins, c'est vraiment l'organe des reins, c'est pas le mal de dos. Là aussi, c'est une atteinte qui peut être beaucoup plus rare. Alors les causes, bien évidemment, les causes de la polyarthrite, on aimerait bien les connaître. Aujourd'hui, 2019, bientôt 2020, on ne peut pas dire qu'on connaisse vraiment très bien les causes de la polyarthrite. Ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie qui est liée à un dérèglement de l'immunité. Mais une fois qu'on a dit ça, ça va nous aider pour trouver des traitements, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'immunité se dérègle? Ça, on ne sait pas encore très bien. On sait qu'il y a des facteurs déclenchants. Par exemple, le tabac est un facteur déclenchant maintenant bien connu. Également, parfois, des infections dentaires, ce qu'on appelle des gencives plutôt, qu'on appelle des parodontites, peuvent également être des facteurs déclenchants. Mais avec précision, la cause de la polyarthrite, on ne la connaît pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas nécessaire actuellement de dépister les enfants pour une prédisposition génétique. Vous avez une polyarthrite rhumatoïde, ça ne veut absolument pas dire que vos enfants auront une polyarthrite rhumatoïde. Oui, ça augmente un petit peu le risque pour vos enfants d'avoir une polyarthrite, mais trop peu pour que ça engendre un test, enfin des tests génétiques ou une prédisposition, une consultation spécialisée génétique. Alors, évidemment, on va conseiller de ne pas fumer parce qu'on sait que c'est un facteur déclenchant. Ceci dit, on n'a pas besoin d'avoir une polyarthrite rhumatoïde pour donner ce conseil de ne pas fumer pour bien d'autres raisons également. Alors, je voulais vous montrer cette image qui est vraiment très, très intéressante pour vous dire que le jour où arrivent des signes de polyarthrite rhumatoïde, en fait, ça fait des années et des années qu'elle était là, à bas bruit. Moi, je prends souvent l'image de l'iceberg. Au moment où l'iceberg sort de l'eau, c'est-à-dire au moment où on a des douleurs, une inflammation, eh bien, en fait, il y a toute une base en dessous qui s'est constituée petit à petit sur des années et des années. Vous voyez ici la positivité des anticorps anti-CCP. Je vous ai dit tout à l'heure que par prise de sang, on pouvait être aidé pour faire le diagnostic en recherchant les anticorps anti-CCP. Eh bien, voyez ici en vert l'existence de ces anticorps des années avant qu'apparaisse la maladie. Vous voyez que même entre 16 et 14 ans, vous voyez là, moins 16, moins 14, ça veut dire que déjà là, commençait déjà à apparaître des petits signes. La difficulté aujourd'hui, c'est que on peut très bien avoir ceci qui apparaît dans le sang et ne jamais développer la polyarthrite. Toute cette phase-là, avant les signes cliniques de la polyarthrite, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la pré-polyarthrite rhumatoïde, et peut-être qu'on en reparlera dans les questions, mais ça, c'est vraiment des connaissances nouvelles sur la maladie. C'est le fait qu'on sait aujourd'hui que lorsqu'on fait la polyarthrite rhumatoïde, en fait, il y a eu toute une phase de pré-polyarthrite rhumatoïde, et les études aujourd'hui essaient de voir si on serait capable d'agir avant même les signes cliniques pour éviter qu'elles apparaissent. Alors, c'est une diapo un petit peu compliquée, mais qui vous résume un peu ce que je viens de vous dire sur les mécanismes aboutissant à la polyarthrite. Alors oui, il y a une base génétique. Il y a quelques gènes qui ont été mis en évidence, mais s'il n'y avait que les gènes, on ne ferait pas la polyarthrite. Il faut en plus des facteurs d'environnement. Je vous ai parlé du tabac. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre jargon l'interaction gène-environnement. Il faut des gènes, mais sans l'environnement, on ne fait pas la polyarthrite. Il faut l'environnement, mais si on n'a pas les gènes, on ne fera pas la polyarthrite. Il faut les deux. Et là-dessus va se développer une réponse immunitaire, et en particulier la positivité d'anticorps particuliers qu'on appelle les anticorps anti-CCP ou ACPA, ou qu'on appelle aussi facteurs rhumatoïdes, qui sont d'autres types d'auto-anticorps, mais aujourd'hui, on s'appuie beaucoup plus sur les anti-CCP. Et ça provoque tout ça une inflammation, mais qui n'est pas encore clinique.
c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de signes cliniques. Apparaissent ensuite les premiers symptômes, et là, on voit apparaître l'inflammation. Et vous voyez en rouge la synovite, l'inflammation de cette membrane synoviale, qui est vraiment le marqueur de la polyarthrite rhumatoïde. Le diagnostic est fait. Ce qu'on veut, c'est que le délai soit le plus court possible entre les premiers symptômes et le diagnostic, parce que du coup, on va pouvoir initier un traitement, et plus il est fait tôt, plus on initie le traitement tôt, et mieux sera l'effet du traitement. Et ainsi, on a le contrôle optimal qui va éviter les complications de la polyarthrite rhumatoïde, comme la destruction articulaire ou bien d'autres complications qui sont liées à l'inflammation chronique, telles que les complications cardiovasculaires, l'ostéoporose ou les lymphomes. Donc, vous voyez que c'est aujourd'hui possible, en agissant le plus tôt possible, d'éviter ces problèmes-là, et on va bien évidemment y revenir. Alors voilà, la polyarthrite rhumatoïde, une fois qu'elle se manifeste, une fois qu'il y a les signes cliniques, eh bien c'est ce que vous voyez à droite en rouge, l'épaississement de la membrane synoviale et ce qu'on appelle le pannus, cet épaississement de la membrane synoviale, qui est ici en rouge et orangé, là, et qui vient être agressif pour l'os, qui va venir grignoter l'os et provoquer ce qu'on appelle les érosions. Il vient également au contact de ce que vous voyez en bleu clair. En bleu clair, c'est le cartilage, et donc il peut également toucher le cartilage. Et tous les traitements que je vais vous expliquer ensuite ont pour but de réduire, voire d'arrêter cette synovite pour qu'elle ne soit plus agressive pour l'articulation. Alors, qu'est-ce qui peut aggraver la polyarthrite? Eh bien, d'abord et avant tout, une mauvaise prise des traitements. C'est-à-dire si le traitement n'est pas institué rapidement et si le traitement n'est pas pris correctement. C'est absolument fondamental. Ces traitements dits de fond doivent être pris de façon bien précise, bien régulière, pour pouvoir avoir l'effet bénéfique sur la polyarthrite. Alors ensuite, évidemment, il y a ce que je vous ai expliqué sur des événements d'environnement qui peuvent agir, comme le tabac, comme la parodontite, l'inflammation des gencives ou l'infection des gencives. Et on sait que les poussées peuvent être déclenchées par le stress. Maintenant, entre nous, une fois qu'on a dit ça, ne pas être stressé en 2019, c'est quand même assez compliqué. Et faire en sorte qu'il n'y ait plus de stress, il peut y avoir les séances de yoga qui peuvent aider, comme j'ai entendu auparavant que Landar est en train de mettre et met en place pour l'année 2020. Et ça me paraît très bien. Maintenant, éviter complètement le stress, ça c'est quand même assez compliqué. Et le surménage aussi, évidemment, si ça peut être évité, c'est bien mieux, mais ça ne dépend pas toujours que de nous. Donc, voilà un petit peu les problèmes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que n'hésitez pas à parler de vos difficultés de prise de traitement à votre rhumatologue. Normalement, il ne doit pas être là pour vous, allez, on ne va pas utiliser un gros mot, pour vous gronder, au contraire, de vous aider pour améliorer la prise de ces traitements. Alors, comment elle évolue, cette polyarthrite? Eh bien, pour ceux qui ont une polyarthrite et qui m'écoutent, là, eh bien, ils savent que ça évolue par poussée. Cette évolution, elle est vraiment, c'est vraiment, chaque personne a son propre rythme de poussée, parfois très régulière, parfois très irrégulière. Il peut y avoir quand même parfois un petit fond douloureux qui persiste et qu'on va essayer d'éviter, mais en tout cas, ça évolue par poussée. Et encore une fois, le but du traitement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces poussées de polyarthrite. Et l'objectif, maintenant, c'est la rémission. La rémission, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de signes d'inflammation du tout. L'absence de signes, l'absence de symptômes qui sont liés à cette activité de la maladie. Et pourquoi on veut cette rémission? Ça paraît assez évident. D'abord, quand on a de l'inflammation, eh bien, on a des douleurs. Donc, ça permettra d'agir sur les douleurs. Supprimer l'inflammation, ça soigne la douleur. Supprimer l'inflammation, ça évite la fatigue. Et supprimer l'inflammation, eh bien, ça évite d'avoir cette raideur des articulations qui peut s'installer. Donc, premier objectif, la rémission, c'est absolument indispensable pour éviter les destructions articulaires à long terme. Comment on fait? Eh bien, on donne des médicaments. C'est un point absolument fondamental. En 2019-2020, eh bien, on a des traitements dans la grande majorité des cas qui vont pouvoir éviter de faire en sorte de continuer à avoir de l'inflammation et de l'activité
inflammatoire de polyarthrite. C'est donc ce qu'on appelle l'inflammation. Comment? Par ce qu'on appelle le contrôle serré. C'est une donnée qui nous vient une donnée anglo-saxonne qu'on appelle le tight control, qui consiste à faire en sorte que tant qu'on n'a pas atteint cette rémission, on peut parfois accepter une activité faible, eh bien, tant qu'on n'a pas atteint cette activité faible ou cette rémission, eh bien, on va essayer d'adapter de façon optimale le traitement de fond. Ça, c'est absolument fondamental. Donc, en gros, pour nous, en 2019-2020, on a deux objectifs, la rémission et le contrôle serré de la maladie. Et avec ça, normalement, eh bien, on arrive à faire en sorte que la qualité de vie soit bonne. Alors, voilà ici en quelques mots en quoi consiste le contrôle serré. Hein. Donc, c'est choisir dès le début de la maladie le traitement de fond qui arrête le plus l'inflammation. C'est de suivre le patient de façon régulière pour vérifier que le traitement est efficace et surtout en se donnant des objectifs bien clairs où on se dit, si on n'a pas atteint cet objectif, eh bien, on va intensifier le traitement. Si on a atteint l'objectif, peut-être qu'on va être capable de diminuer le traitement. Donc ça, c'est vraiment le tight control, le contrôle serré de la polyarthrite. On s'assure aussi qu'on agit sur l'inflammation par les prises de sang, en voyant si elle disparaît ou voir si elle diminue. Et évidemment, on va aussi vérifier par l'imagerie que les articulations ne s'abîment pas. Ça, vraiment, c'est l'objectif majeur, c'est le contrôle serré de la polyarthrite. Alors, comment on fait? Comment on fait pour atteindre cette rémission? Comment on fait pour avoir ce contrôle serré de la polyarthrite? Eh bien, j'aimerais que vous reteniez bien cette notion qui est que si on est capable de contrôler l'inflammation, en d'autres termes, si on est capable de contrôler l'activité de la polyarthrite, alors on évitera les érosions. Il existe un lien extrêmement fort entre inflammation et structure. La structure, c'est-à-dire ce qu'on voit sur les radios ou sur l'imagerie. Donc, si on a un effet très fort sur l'inflammation synoviale, on aura un effet très fort pour éviter les érosions. C'est vraiment le point peut-être le plus important à comprendre parce que de ce fait, vous comprendrez mieux pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train d'évaluer votre activité de polyarthrite. On utilise souvent le DAS28, il y a d'autres scores qui existent, on n'est pas obligé d'utiliser celui-ci, mais celui-ci c'est le plus classique, celui qui est utilisé le plus au niveau international. On va compter le nombre d'articulations douloureuses, on va compter le nombre d'articulations gonflées, on va vous demander sur une échelle de 0 à 10 quelle est l'activité de votre polyarthrite, on va regarder le résultat de votre prise de sang, en particulier la vitesse de sédimentation ou la CRP, et avec ça, eh bien, on va avoir un score que nous donne une petite calculette, et ce score, c'est ce qu'on appelle le DAS, Disease Activity Score, sur 28 articulations. Et voilà ce que ça nous donne, des chiffres qui sont compris entre, au-delà de 5,1, c'est une activité qui est importante, entre 3,2 et 5,1, une activité modérée, entre 2,6 et 3,2, une activité faible, et la rémission, c'est quand on est en dessous du 2,6. Et nos décisions thérapeutiques vont s'appuyer là-dessus avec un objectif, au moins être inférieur à 3,2 ou éventuellement, enfin au mieux plutôt, être en dessous de 2,6, hein, la rémission ou l'activité faible. Alors malgré ça, on le sait, il peut rester des symptômes. Le docteur est content, mais parfois le patient, il n'est pas si content que ça, parce qu'il continue à être fatigué, parce qu'il ne dort pas bien, que parfois même, eh bien, un DAS28 est en rémission, mais il reste quand même des douleurs. Le moral, ça va, ça vient, et le fait quand même de garder de la fatigue, des difficultés de sommeil, ça peut baisser le moral. Et le cercle vicieux, c'est que quand on a une baisse de morale, eh bien, on est plus fatigué et on dort moins bien. Donc tout ça, ça a un impact sur la vie de tous les jours. On en est conscient et même si vous pouvez parfois avoir l'impression que le médecin, le rhumatologue, il est entre guillemets un peu trop satisfait de lui, on va dire, c'est parce qu'en fait, on sait qu'on a agi au moins sur l'aspect d'éviter les destructions des articulations pour le long terme, mais on connaît aussi parfois les limites et on aimerait bien agir aussi parfois sur la fatigue et le sommeil, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement.
Alors, les traitements. Les traitements, eh bien, il faut savoir que on a maintenant une nouvelle classification, ça fait partie aussi des nouveautés, qu'on appelle donc les DMARDs, parce que c'est de l'anglais, ça veut dire Disease Modifying Anti-Arthritis Drugs, donc les médicaments de fond contre la polyarthrite, et on les divise maintenant en plusieurs catégories. On a les traitements de fond de synthèse et les traitements de fond biologiques ou biothérapie. Les traitements de fond de synthèse s'appellent les S-DMARD pour synthétique DMARD et les traitements de fond biologiques s'appellent les B-DMARD pour biologic DMARD. Ensuite, la sous-classification qui est importante à comprendre, c'est que dans les traitements de fond de synthèse, on a les traitements de fond de synthèse classiques et on a les traitements de fond de synthèse ciblés. C'est ça qui est nouveau. Donc, les CS, ça veut dire Conventional Synthetic DMARD, et TS, ça veut dire Targeted Synthetic DMARD. Et dans les conventionnels, vous allez retrouver le méthotrexate. Je suis sûr que vous tous connaissez au moins le nom. Et les nouveaux traitements de fond, les nouveaux traitements de fond ciblés ne sont pas des biothérapies, mais sont des traitements de fond synthétiques, c'est-à-dire issus de la chimie, et qu'on appelle les JAK inhibiteurs, les JAK-inhib. Et on en a deux aujourd'hui à notre disposition, le tofacitinib ou Xeljanz et le baricitinib ou Olumiant. Et il y en a d'autres qui arrivent. Un autre qui va arriver très bientôt et donc cette famille va s'enrichir, si vous voulez, dans les mois à venir. Et puis vous avez les biologiques, les traitements de fond, donc les biothérapies, que vous connaissez également très bien. Mais alors vous voyez que maintenant ça s'est enrichi de beaucoup de biosimilaires. Tout à l'heure, Gérard a parlé de la substitution et donc, on va dire heureusement, la non-substitution en pharmacie désormais des biosimilaires, mais vous voyez qu'il en existe de nombreux biosimilaires pour l'adalimumab, pour l'étanercept ou pour l'infliximab, mais d'autres vont arriver également pour les autres biothérapies et s'il y a des questions, bien évidemment, je pourrais y répondre. Mais vous voyez dans cette liste de biothérapies qu'il y a de nombreuses cibles que je vais vous développer un petit peu plus tard. Alors, j'ai quand même voulu vous rappeler en pratique le méthotrexate parce que c'est important. Je regarde l'heure, je pense qu'on est encore dans les temps. Mais en gros, le méthotrexate, ça se prend qu'une fois par semaine. C'est vraiment indispensable de bien, c'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine. Et on vérifie l'absence de contre-indication avant la mise en route du traitement. Et ça, c'est important. Également de savoir que l'on y associe en général l'acide folique ou spéciafoldine parce que ça va éviter un certain nombre d'effets indésirables. On surveille la prise de sang, la numération formule sanguine, le bilan hépatique, au début de façon assez rapprochée et ensuite en général ce n'est plus qu'une fois tous les 3 mois. On voit le médecin si jamais il y a de la fièvre, de la fatigue, une éruption, une toux inhabituelle, ça c'est important pour s'assurer que ce n'est pas lié aux médicaments, ou bien des brûlures urinaires pour l'infection. Voilà. En revanche, on n'arrête plus le méthotrexate quand on va avoir une chirurgie. C'était le cas avant, mais maintenant on sait que c'est inutile de l'arrêter, donc ça s'est beaucoup simplifié quand même. En revanche, pour les vaccins, eh bien, on contre-indique toujours les vaccins vivants, mais vous voyez que dans cette liste-là ne figure pas, par exemple, la grippe ou le tétanos. Il y a de nombreux vaccins que l'on peut et que l'on doit faire quand on a une polyarthrite rhumatoïde, même si on est sous méthotrexate. Voilà, alors il y a quelques trucs, comme l'acide folique qui améliore le méthotrexate, on peut avoir parfois une fatigue avec la prise du méthotrexate, le jour même ou le lendemain. Moi je vois ça assez régulièrement, des patients qui me disent qu'ils sont fatigués lorsqu'ils ont pris leur méthotrexate et pendant les 24 heures qui suivent. Mais en général c'est intermittent et parfois ça passe lorsqu'on passe à la voie sous-cutanée par rapport à la voie orale, pas toujours. Donc voilà, en tout cas… vous verrez que je vais vous parler un peu plus loin d'une application qui s'appelle eBoot et qui peut justement gérer un petit peu tous ces problèmes-là. La cortisone, là, je répondrai aux questions par rapport à la cortisone. Sachez qu'on n'hésite pas à en donner une petite dose en début de traitement, le temps que le traitement de fond fasse effet, mais on essaie ensuite de l'arrêter si on peut dans les 6 premiers mois,
parfois, on peut laisser une petite corticothérapie au long cours, mais quand c'est possible, eh bien, on va l'arrêter. En tout cas, elle rend service en début de traitement parce que les traitements de fond mettent un certain temps avant d'agir. Alors voilà les cibles des biothérapies que vous connaissez sans doute, hein, les inhibiteurs du TNF. Oui, pardon. Là, je vous représente une articulation. Hein, vous voyez les deux extrémités osseuses et puis la cavité articulaire, la membrane synoviale autour. C'était juste pour vous dire qu'une thérapie ciblée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a identifié les cibles, on a identifié les cellules sur lesquelles on veut agir et en fonction de ça, on a fabriqué des médicaments qui sont capables d'aller contrer ces cellules qui se dérèglent. Et on a donc une nouvelle famille de médicaments qui ne sont pas des biothérapies, qui sont des traitements issus de la chimie et qui sont des inhibiteurs d'une voie qu'on appelle des voies de signalisation. En gros, une cellule, elle a besoin d'être activée pour pouvoir ensuite produire de l'inflammation. Et là, eh bien, on va agir dans la cellule et non pas à l'extérieur. On va agir dans la cellule sur des voies qui vont provoquer cette inflammation. Et ces voies de signalisation qu'on appelle les voies JAK ou STAT, eh bien, ont fait l'objet d'un développement de médicaments ciblés. Donc, ils sont ciblés, mais ils ne sont pas des biomédicaments. C'est ce qu'on appelle les JAK inhibs, tels que je vous les ai présentés auparavant. Alors, je vais bientôt en terminer, simplement pour vous dire que la polyarthrite, c'est vraiment un travail d'équipe, parce qu'il peut y avoir des maladies associées, en particulier les maladies cardiovasculaires. On sait que quand on a une polyarthrite, et en particulier parce que c'est lié à l'inflammation, on peut avoir plus de problèmes cardiovasculaires. Donc, si on soigne bien la polyarthrite, on va diminuer ce risque, mais ça n'empêche qu'on va s'aider parfois, relativement souvent, des cardiologues pour pouvoir faire un bilan cardiovasculaire. On n'hésite pas à demander cet avis cardiovasculaire. Donc, vous voyez qu'on va s'appuyer sur d'autres spécialistes pour prendre en charge la polyarthrite rhumatoïde, qu'on essaie de faire de la prévention, et en particulier, encore une fois, sur les maladies cardiovasculaires, peut-être encore plus. Lorsqu'on a une polyarthrite rhumatoïde, on va essayer de contrôler les taux élevés de cholestérol, l'hypertension artérielle, le diabète. On va demander d'éviter le tabac et évidemment aujourd'hui, pierre angulaire de toutes les maladies chroniques, eh bien, essayer de donner des conseils pour éviter la sédentarité et le manque d'activité physique. L'ostéoporose aussi est favorisée par l'inflammation et donc, eh bien, on va essayer de prévenir au mieux cette ostéoporose, pas nécessairement d'ailleurs avec des médicaments, hein, mais ça peut être avec l'activité physique, avec la prise de vitamine D, et on va bien souvent s'appuyer sur la densité minérale osseuse pour évaluer cela chez la femme en période post-ménopausique. L'hygiène de vie, le tabac, on en a parlé, l'hygiène bucco-dentaire, importante également, puisque les parodontites peuvent être un facteur de risque de polyarthrite, et donc on va demander un suivi dentaire régulier, et encore une fois, encouragement à l'activité physique. Donc vous voyez, tabac, hygiène bucco-dentaire, activité physique, c'est trois piliers de prévention sur lesquels on insiste beaucoup quand il y a une polyarthrite rhumatoïde. Alors voilà, je termine pour vous dire que l'information telle qu'on l'a fait aujourd'hui, que l'éducation du patient, c'est absolument fondamental, que eBoot est une application sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avoir des conseils pour vos traitements, pour la prise en charge de la maladie, qui a été développée par la Société française de rhumatologie et avec l'appui d'associations de patients et vraiment c'est un point important, les associations de patients sur lesquelles j'insiste beaucoup, non pas parce que je suis là en train de donner une conférence pour l'ANDAR, mais c'est tellement utile justement pour tous ces conseils et ces appuis et ces réponses aux différentes interrogations. La journée d'une polyarthrite rhumatoïde, eh bien c'est du matin jusqu'au petit matin, hein, c'est-à-dire que vraiment c'est 24 heures sur 24 qui peuvent être entravés par cette maladie, et c'est la raison pour laquelle eh bien l'éducation thérapeutique, les mesures de prévention, les traitements médicamenteux, les traitements non médicamenteux, tout cela eh bien a une importance absolument considérable. On est vraiment
dans le travail d'équipe avec tous ces acteurs pour essayer de vous apporter le soulagement le plus durable possible. Voilà, merci beaucoup et je suis bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, professeur. Bon, moi, j'essaie de faire de la synthèse. Très sincèrement, il y a de nombreuses questions. On va essayer de répondre à un maximum. Je vais revenir au début de votre présentation. Vous avez interpellé quand même beaucoup de personnes sur cette phase qui est un peu nouvelle pour nous, les malades, les patients, sur cette phase de pré-polyarthrite. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Il y a Hélène, par exemple, qui dit « Ma fille a une polyarthrite, a déclaré la polyarthrite à l'âge de 16 ans. Est-ce que cela veut dire qu'elle était malade, en fait, bien avant le départ de la maladie ?» Et il y a une autre personne qui met 16 ans avant le départ de ma maladie, j'ai eu un très gros stress. Est-ce qu'on peut considérer que ce stress, déjà, 16 ans avant, mettait en route la polyarthrite? Alors, c'est vraiment d'excellentes questions parce que là, on est vraiment à la pointe de l'actualité dans la polyarthrite rhumatoïde. Cette phase de pré-polyarthrite rhumatoïde, ça fait très peu de temps qu'on la connaît et donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'interrogations qui persistent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maladie en fait? Ça repose la question de qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Est-ce que le fait d'avoir ces anomalies des années avant dans le sang veut dire que c'est déjà une maladie? En tout cas, c'est des stigmates qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, avec d'autres éléments qu'on ne connaît pas aujourd'hui, la maladie va se déclarer. On sait que c'est vrai dans toutes les maladies chroniques aujourd'hui. Je prends le diabète, par exemple. Aujourd'hui, on sait qu'avant de développer le diabète, des années avant, eh bien, elle était déjà sous-jacente, mais elle ne se développait pas encore. Beaucoup de maladies chroniques, en fait, au moment où se développent les signes cliniques, eh bien, des années avant, eh bien, il y avait déjà des éléments qui laissaient suggérer qu'elle allait pouvoir se déclarer. En gros, ce que je veux dire là, c'est que on n'est pas malade du jour au lendemain. Ça a été petit à petit. Et aujourd'hui, la recherche, là on est vraiment dans le domaine de la recherche, c'est d'essayer d'agir avant que les signes cliniques se développent. Alors, comment on fait? Il y a des essais qui débutent dans le domaine où on prend des personnes qui commencent à avoir quelques douleurs dans les articulations, mais n'ont pas encore d'inflammation. Ça existe, il y a des personnes qui ne développent pas tout de suite de grosses inflammations, qui ont débuté d'abord par des petites douleurs, on leur fait une prise de sang, on trouve qu'il y a des anticorps anti-CCP, et ces personnes-là qui n'ont pas encore de synovite, qui n'ont pas encore de grosses inflammations dans les articulations, eh bien, on va leur donner un traitement de polyarthrite rhumatoïde à court terme, pour une courte période, en espérant que cela va arrêter le processus de la polyarthrite. Il y a déjà eu 2 essais avec ce profil-là. Pour le moment, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher pour les d'autres essais à venir. C'est simplement pour vous dire qu'on est vraiment là à la pointe de la recherche et on espère vraiment pouvoir identifier les personnes, je ne parle pas de patients, identifier les personnes avant même qu'ils déclenchent la polyarthrite pour qu'ils ne la développent pas. Alors, est-ce que, donc, pour répondre à la question au stress, personne ne peut répondre aujourd'hui à la question. Peut-être. Mais aujourd'hui, c'est impossible de répondre. La difficulté pour répondre à ça, c'est je ne connais personne qui n'a pas eu de stress. Si je prends 15 ans, il y a toujours eu des stress violents. Si on prend chaque personne, depuis 15 ans, on a tous eu des stress très violents. Et quand je dis stress, par exemple, ça va peut-être vous étonner, mais par exemple, le mariage est un stress. Quand on prend les échelles de stress des psychologues, le mariage fait partie des stress. Donc, vous voyez, les stress, c'est pas nécessairement du néfaste. Voilà, c'est vraiment pour vous dire que on est à la pointe de la recherche et j'espère pouvoir vous donner des réponses d'ici quelques années. Et très vite. Bien, quant au mariage, je trouve que c'est plutôt la période après le mariage qui est plus stressante que le jour du mariage. Mais ce n'est que personnel. Alors, il y a pas mal de questions aussi posées, et puis on comprend, dans le choix du traitement. Pourquoi une biothérapie? Pourquoi pas les anti-JAK? Et il y a Nathalie qui demande, et pourquoi pas peut-être, alors moi je rajoute demain, mais sinon, pourquoi pas avec une prise de sang, avoir tout de suite le bon traitement, quoi. Ce serait pour vous plus facile.
Alors absolument. Alors là, franchement, je plaide pour qu'il y ait de plus en plus de recherche dans ce domaine de comment dire, c'est ce qu'on appelle un peu l'antibiogramme de la polyarthrite. Quand on a une infection urinaire, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait une analyse d'urine, ça nous donne la liste des antibiotiques qui vont marcher ou qui ne vont pas marcher. Eh bien, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait la même chose pour tous les traitements de la polyarthrite rhumatoïde. On a une chance formidable. On a plus de 10 traitements possibles de polyarthrite rhumatoïde aujourd'hui. Ce n'est pas toutes les maladies chroniques qui ont cette possibilité-là. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, après avoir essayé le méthotrexate, en gros, parce que le méthotrexate, ça, en revanche, c'est le premier traitement de fond, parce qu'on sait que c'est celui qui peut à la fois être efficace et être bien toléré. Pas tout le monde, chez 60% des gens. Mais ça n'empêche que c'est le premier traitement qu'on donne parce qu'il est simple d'utilisation, etc. Mais ensuite, quel traitement donner? Franchement, aujourd'hui, on n'a que très très peu d'arguments pour dire on va plutôt donner celui-ci que celui-là. On a une étude aujourd'hui en cours dans le service, par exemple, où justement on a cet objectif-là d'arriver à trouver une sorte d'antibiogramme de la polyarthrite. On aimerait bien avoir ça. On a une étude très très large avec un laboratoire d'immunologie très réputé du professeur Klatzmann à la Pitié-Salpêtrière, justement pour essayer d'identifier, avant même la mise en route d'un traitement, celui qui pourrait être le plus efficace. Mais c'est effectivement compliqué. Et puis, je ne sais pas si je peux le dire là, parce que je sais qu'il n'y a que quelques millions de personnes qui m'écoutent, mais ce n'est pas non plus la priorité des laboratoires pharmaceutiques. Parce qu'aujourd'hui, un laboratoire pharmaceutique qui se lancerait dans une telle étude, ça peut être pour ce laboratoire une sorte de réduction de marché, pour dire les choses franchement. Donc, on ne s'appuie aujourd'hui essentiellement que sur la recherche académique pour cet objectif-là. Donc, faisons tous pression pour qu'il y ait le maximum de recherche dans ce domaine de la recherche du traitement le plus efficace possible avant même qu'on mette en route le traitement. Très bien. Question concernant, par exemple, les anticorps anti-CCP sont-ils des marqueurs de sévérité de la polyarthrite rhumatoïde? Et j'ai une autre question en même temps, si vous voulez. Le Valère rose est négatif, et pourtant j'ai une polyarthrite. Voilà. Je vous laisse répondre sur ces deux points. Le Valère rose est d'un autre côté anticorps anti-CCP. Oui. Bon, alors, le latex Valère rose, qu'on appelle les facteurs rhumatoïdes, sont de moins en moins utilisés pour faire un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Pour autant, on va dire, pratiquement tous les patients ont eu à un moment donné un dosage des facteurs rhumatoïdes. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, on a mieux avec les anticorps anti-CCP. Mais comme je l'ai dit, on peut très bien avoir une polyarthrite rhumatoïde avec facteurs rhumatoïdes, c'est-à-dire latex Valère rose négatif, ou anticorps anti-CCP négatif. Il y a même parfois des patients qui ont des anticorps anti-CCP positifs et un latex Valère rose négatif. Voilà. Et parfois, les deux sont négatifs. Donc, ça nous aide pour le diagnostic, mais on va dire qu'environ 10% des patients n'ont pas cette positivité des anticorps et qui ont pour autant une vraie polyarthrite rhumatoïde. C'est dans notre jargon ce qu'on appelle les polyarthrites rhumatoïdes séronégatives. Alors, petite question. Quelqu'un a vu que vous avez travaillé sur la régénération du cartilage. Alors, est-ce que ça peut être une piste intéressante pour nous, les matelas? Les matelas, excusez-moi, j'ai travaillé 20 ans chez Dunlop. Je suis confus ce soir. Régénération du cartilage. Oui, alors on parle beaucoup plus de régénération du cartilage pour l'arthrose parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de traitement pour l'arthrose. Moi, je considère que pour la polyarthrite rhumatoïde, la régénération du cartilage est soit inutile, soit trop compliquée. Alors, je m'explique. Inutile parce qu'aujourd'hui, quand on commence une polyarthrite rhumatoïde, on a un maximum de chances de ne pas voir arriver les destructions des articulations, grâce justement à tous ces nouveaux traitements qui sont apparus ces dernières années. Ou alors c'est trop difficile, parce que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie qui touche de nombreuses articulations, et quand elles sont déjà abîmées, eh bien, vu l'inflammation qu'il y a au niveau de ces articulations, c'est très, 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 très compliqué de pouvoir faire en sorte que ce cartilage se régénère. Donc, à mon sens, c'est une piste qui est très intéressante pour l'arthrose, mais qui, à mon sens,
me paraît beaucoup plus compliqué pour la polyarthrite rhumatoïde. D'accord. Alors, il y a Susanna qui posait un peu dans cet esprit-là. Ma PR est non érosive. Alors, quelles sont les autres conséquences que je pourrais avoir au travers de ma polyarthrite? Dans la mesure où on me dit qu'elle n'est pas érosive. Qu'est-ce qui peut se passer au cours des poussées? Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, ce que je peux répondre, c'est que dans votre, on va dire, dans votre malheur d'avoir une polyarthrite rhumatoïde, hein, parce que franchement, c'est une maladie qui est empoisonnante, eh bien, vous avez, entre guillemets, la chance qu'elle ne soit pas érosive. Pourquoi? Parce que ça veut dire que elle n'est pas en train d'abîmer vos articulations. Elle n'est pas en train de provoquer des déformations de vos articulations qui seraient irréductibles. Peut-être qu'elles peuvent se déformer parce qu'elles gonflent, mais en tout cas, elles ne se déforment pas parce qu'elles s'abîment. Et donc, ça veut dire que si vous faites des poussées inflammatoires, eh bien, cette inflammation chez vous ne provoque pas de destruction des articulations. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas régulièrement contrôler, voir sur des radios si c'est bien le cas, hein, pour être sûr qu'elle reste bien non érosive. Mais en tout cas, c'est des polyarthrites qui sont plus bénignes que celles qui peuvent abîmer les articulations, hein. Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas de traitement de fond, parce que c'est peut-être d'ailleurs grâce au traitement de fond qu'elle n'est pas érosive. Mais en tout cas, il y a clairement un point positif, c'est que votre polyarthrite actuellement n'est pas en train d'abîmer vos articulations. Les autres conséquences, ça peut être effectivement ce que j'ai dit, la fatigue, les autres atteintes, ça peut éventuellement apparaître, même si c'est quand même en général beaucoup plus rare quand elle n'est pas érosive. Une question, je pense que vous allez pouvoir répondre, enfin, je pense, rapidement et facilement. Que faire quand la cortisone ne fonctionne plus? C'est-à-dire, c'est un patient qui est que sous cortisone. Et que faire lorsque la cortisone ne fonctionne plus? Bon, alors, quand on a une polyarthrite rhumatoïde, on ne considère pas, en 2019, la cortisone comme un traitement de fond de la maladie. La cortisone a un but symptomatique. Elle a un but de faire réduire très vite l'inflammation, mais cela ne suffit pas pour contrôler la polyarthrite. On ne contrôle pas une polyarthrite rhumatoïde avec de la cortisone. On contrôle une polyarthrite rhumatoïde avec un traitement de fond. Donc ça, c'est un point important. Comme je l'ai dit, en début de traitement, on peut être amené à prescrire de la cortisone parce qu'un traitement de fond met parfois plusieurs mois avant d'atteindre sa pleine efficacité. Mais la cortisone, on va la donner pendant ces premiers mois pour qu'on ne vous laisse pas avec des douleurs et de l'inflammation insupportables. Mais en règle générale, on ne dépasse pas les 10 mg par jour parce que l'on sait que sinon, on risque d'avoir des conséquences sur d'autres problèmes comme provoquer du diabète, fragiliser la peau ou provoquer de l'ostéoporose. Donc, quand on peut, on évite de dépasser cette dose de 10 mg. Maintenant, il peut y avoir des cas particuliers. Encore une fois, je donne là des éléments généraux. Après, il peut très bien y avoir des cas particuliers qui pourraient expliquer pourquoi on a de la cortisone à une dose supérieure à 10 mg. Hein. Mais voilà, c'est en règle générale, ne pas considérer la cortisone comme un traitement de fond de la polyarthrite. Il y a eu pas mal de remarques faites par rapport à la fatigue. Ouais. Et là, il y a quelqu'un qui met mon rhumato, met la fatigue uniquement sur le dos de la dépression et non pas sur le dos de la polyarthrite. Ouais. Mais oui, mais c'est pour ça que j'avais dit qu'on discuterait également de la fatigue pendant la discussion, parce que c'est un vrai problème que nous rencontrons très régulièrement. Des personnes qui ont une polyarthrite rhumatoïde bien contrôlée pour ce qui est de l'inflammation articulaire et qui pour autant gardent de la fatigue. Beaucoup de recherches aujourd'hui dans le domaine de cette fatigue. On essaie de comprendre pourquoi la fatigue parfois persiste. On la voit aussi dans un autre rhumatisme inflammatoire qu'on appelle la spondylarthrite, hein, ou les spondyloarthrites. Et cette fatigue liée au rhumatisme inflammatoire, alors que la maladie est contrôlée, eh bien, on ne la comprend pas toujours. C'est vrai que parfois, elle peut être liée à une dépression. Ça, c'est vrai. On a des éléments parfois pour dire que c'est plutôt de la dépression. Et si on a du mal à faire la part entre de la fatigue liée à de la dépression ou de la fatigue liée
au rhumatisme inflammatoire par lui-même, on s'appuie parfois par un psychiatre qui va faire une expertise et qui va pouvoir juger si c'est de la dépression ou pas. Parce que si c'est de la dépression, eh bien dans ces cas-là, il y a des traitements, pas uniquement médicamenteux, mais il y a des traitements pour agir dessus et qui peuvent avoir un effet tout à fait favorable. Mais si ce n'est pas de la dépression liée, donc si ce n'est pas de la dépression, si ce n'est pas de la fatigue liée à la dépression, dans ces cas-là, les antidépresseurs ne vont pas agir. Hein. Alors moi, je donne quand même un conseil, en règle, à tous mes patients qui se plaignent de fatigue. Je leur dis, écoutez, commençons déjà par quelque chose de simple, enfin simple, ce n'est pas toujours aussi simple, mais enfin de simple, voyons si on ne peut pas augmenter l'activité physique. Parce que j'ai bon nombre de patients qui, en reprenant une activité physique, adaptée évidemment en fonction de la polyarthrite, eh bien, voient leur fatigue diminuer considérablement. Donc, moi, je conseille, c'est activité physique, hein, on peut même prescrire maintenant hein, l'activité physique. Ça ne veut pas dire que c'est remboursé encore en 2019, mais peut-être que ça le sera un jour. Mais en tout cas, activité physique prescrite sur ordonnance, qui peut parfois être appuyée par et encouragée par un kinésithérapeute ou par un coach ou autre. Et cette activité physique, voyons déjà ce que ça donne pendant 3 mois, et ensuite on revoit le problème. Franchement, j'ai de très très bons résultats avec cet aspect-là sur la fatigue. Alors, par rapport à l'activité physique, il y a pas mal de commentaires qui sont faits et c'est vrai que ça jette un petit trou avec des douleurs de tendinite. Alors, oui. Est-ce que la polyarthrite touche les tendons? Pas du tout. Que l'articulation, le cartilage? Ou est-ce qu'elle peut toucher effectivement les tendons? Oui. Alors, oui, je ne l'ai pas signalé, effectivement, la polyarthrite peut toucher les tendons. Ça peut provoquer une inflammation des tendons. C'est ce qu'on appelle les ténosynovites. Hein, quand vous voyez marqué sur un compte-rendu d'échographie, par exemple, parce que ça se voit bien à l'échographie, ténosynovite, ça veut dire inflammation de la gaine de tendons. Mais cette gaine des tendons ne se voit qu'au niveau des mains et qu'au niveau des pieds. C'est là où il y a des gaines synoviales de tendons, c'est-à-dire que ces tendons au niveau des mains, des poignets et au niveau des pieds, des chevilles, eh bien, sont entourés d'une gaine. Et cette gaine, elle est tapissée par la membrane synoviale. Donc, vous comprenez bien que s'il y a de l'inflammation des membranes synoviales, c'est aussi bien au niveau des articulations que de ces gaines de tendons. Et donc, ça peut provoquer des inflammations des gaines des tendons, et donc c'est ténosynovite. Mais attention, on peut très bien avoir des tendinites au cours de la polyarthrite rhumatoïde qui ne soient pas du tout liées directement à la polyarthrite rhumatoïde, à l'inflammation. C'est d'ailleurs ce que j'observe le plus souvent dans mes consultations. Pourquoi ? Vous avez une polyarthrite rhumatoïde, vous êtes bloqué pendant des mois à cause de cette polyarthrite. Vous avez un traitement efficace, vous n'avez plus d'inflammation, eh bien vous reprenez de l'activité physique. Mais les tendons, ils sont un peu paresseux, ils sont un petit peu endormis. Et au moment où vous allez reprendre l'activité physique, parce que vous n'avez plus mal ou beaucoup moins mal, eh bien ils vont être remis en tension, ils n'ont plus l'habitude, ils sont un peu paresseux, et ils se réveillent et ils provoquent un peu de douleur. Et donc, là, c'est plus de l'adaptation de l'activité physique, non pas de l'arrêter, hein, mais de l'adaptation, de la progressivité qui va faire que ces douleurs vont partir. Hein. Et donc, c'est en général lié à ça. Et puis enfin, on peut très bien avoir un train peut en cacher un autre. C'est-à-dire, en gros, ce n'est pas parce qu'on a une polyarthrite que du coup, on ne peut pas avoir une tendinite comme, on va dire, tout un chacun qui peut très bien avoir des tendinites. Sure. Il y a eu de nombreuses. Bon, il nous reste encore 7 minutes, si on veut respecter les horaires. Il y a eu de nombreuses remarques de fait au niveau de la. Alors, au travers du méthotrexate, des problèmes de toux, des problèmes pulmonaires. Mais là, je vois infection pulmonaire sous anti-TNF. Est-ce qu'avec les anti-JAK, ça irait mieux? Est-ce que réellement, il y a un inventaire assez précis des conséquences, enfin, s'il y a, hein, du métaux au niveau de la toux, d'infection pulmonaire et des anti-TNF? Oui, alors, commençons par le méthotrexate. Le méthotrexate peut provoquer un effet secondaire grave, mais heureusement très rare, qui est on va dire une inflammation ou une toxicité sur les poumons, on va dire comme ça, une toxicité sur les poumons qui peut être directement liée aux médicaments et qui va se manifester, quand ça arrive, assez insidieusement par une toux chronique sèche, parfois avec un petit peu de fièvre, mais pas toujours. Et c'est une petite toux un peu
persistante, pénible, et pour laquelle on n'arrive pas à trouver d'explication. Ça peut être le méthotrexate, comme d'ailleurs ça peut ne pas l'être. Hein. Il y a plein de causes possibles à la toux. Hein. C'est comme la fièvre, il y a plein de causes possibles à la fièvre. Mais en tout cas, si jamais vous avez cette toux qui s'est installée et que vous êtes sous méthotrexate, je vous conseille d'en parler à votre rhumatologue. Ça, c'est très important parce que dans ces cas-là, c'est l'arrêt du méthotrexate qui va permettre de régler le problème. Deuxième possibilité, c'est une toux extrêmement brutale, extrêmement aiguë, et qui va provoquer une très grosse altération de l'état général, une très grosse fatigue assez brutale et une toux importante et de la fièvre. Là, comme là, dans ces cas-là, bah, tout de suite, on appelle le médecin. Hein. Et là, à ce moment-là, le médecin, il doit avoir un réflexe et vous allez lui donner le réflexe, si jamais c'est un médecin qui n'a pas l'habitude de voir des patients avec polyarthrite, en lui disant « Attention, je suis sous méthotrexate ». Hein. Et donc ça, c'est important parce que ça peut être une mesure d'urgence. Mais heureusement, hein, là, encore une fois, je vous ai dit, ça c'est très rare, hein, ces situations-là. Mais la grande majorité des cas, c'est quand même la bronchite pendant l'hiver. Et ça, eh bien, ça ne fait pas arrêter le méthotrexate. Hein, on donne les antibiotiques, voilà. Et là, je parle bien du méthotrexate. La situation est différente. La situation est différente quand c'est sous biothérapie ou sous JAK inhibiteur. Parce qu'en fait, ça va être la même chose en termes de surveillance des infections. Et là, si jamais il y a une infection qui apparaît alors que vous êtes sous biothérapie, vous savez qu'il faut arrêter la biothérapie, traiter le problème infectieux, et si c'est une bronchite, donc traiter la bronchite ou la pneumonie, et ensuite reprendre une fois qu'on ait guéri le traitement. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on encourage le vaccin antigrippal, le vaccin antipneumococcique, quand on a une polyarthrite rhumatoïde, pour éviter ces problèmes infectieux qui sont plus fréquents quand on est sous biothérapie ou quand on est sous JAK inhibiteur. Encore une fois, petit rappel, pensez à l'application eBoot, HIB2OT, parce que tous ces conseils sont également dedans et vous pouvez directement poser des questions à l'application. On demande si le vaccin contre la grippe est obligatoire, je dirais, en rebondissant sur ce que vous venez de dire, pratiquement oui. Puis il faudrait peut-être rajouter, enfin, moi c'est mon point, le pneumocoque, non, qui est aussi très important. Le vaccin antipneumococcique. Donc oui, on va dire que quand on a une polyarthrite rhumatoïde, c'est quasiment une obligation morale de se faire vacciner contre la grippe et contre le pneumocoque, parce que une infection, d'abord la grippe est plus fréquente, elle peut être plus grave quand on a une polyarthrite rhumatoïde sous traitement, et pour le pneumocoque c'est la même chose. Donc vraiment, c'est des vaccins qui peuvent être faits alors même qu'on est sous traitement et qui ont une protection par rapport à ces maladies. Donc, il faut vraiment se protéger avec ces vaccins. Allez, encore 2 questions. Après, on va vous libérer. Okay. Je vais me faire opérer. Mon médecin me fait arrêter une Nordimètre avant et après l'opération. Est-ce nécessaire? Alors, aujourd'hui, la recommandation, ce n'est plus d'arrêter systématiquement le méthotrexate. Après, au cas par cas, ça peut se discuter. Hein. Encore une fois, je ne peux pas donner vraiment d'avis bien précis pour vous qui me posez la question, mais peut-être qu'il y a des raisons particulières. On peut imaginer peut-être qu'il y a un terrain infectieux spécifique qui fait qu'on préfère quand même avoir cet arrêt du méthotrexate. Mais on va dire qu'aujourd'hui, en règle générale, on n'est plus obligé d'arrêter le méthotrexate avant un geste opératoire pour éviter justement les poussées de polyarthrite rhumatoïde qui peuvent survenir après l'arrêt. Avant ma dernière question que j'avais prévue, j'en rajoute une parce que je vois que Catherine, là, mais dommage de ne pas parler des anti-JAK. Et c'est vrai qu'il y a eu des questions concernant les anti-JAK. Est-ce nécessaire toujours de l'associer au méthotrexate? Pourquoi pas directement? Et est-ce que c'est une thérapie prometteuse aujourd'hui, l'anti-JAK? Merci beaucoup pour cette question. Donc, les anti-JAK, j'en ai parlé, c'est ce qu'on appelle les JAK inhibiteurs, hein, ou anti-JAK, c'est pareil, hein, c'est synonyme. Hein, c'est le baricitinib, le tofacitinib, hein, qui sont ces 2 médicaments aujourd'hui à notre disposition qui ont cette cible d'être contre la voie JAK. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à les associer au méthotrexate, hein, comme les autres biothérapies. Comme les biothérapies, je veux dire par là, qu'aujourd'hui, on associe
en règle générale, le méthotrexate avec la biothérapie quand c'est nécessaire, hein, d'associer un deuxième traitement. Si le méthotrexate est suffisant pour qu'on ait la rémission ou l'activité faible, dans ces cas-là, on ne laisse que le méthotrexate, comme beaucoup de patients. Mais s'il faut donner plus, on donnera une biothérapie ou un JAK inhibiteur, hein, un anti-JAK, pour pouvoir contrôler la maladie. Peut-être que demain, on n'aura plus besoin d'associer le méthotrexate à un JAK inhibiteur. Il y a des essais en cours là-dessus. Mais aujourd'hui, pour le moment, on a quand même plutôt tendance à associer les deux traitements. Et en ce qui concerne les effets indésirables ou les effets secondaires, ils se rapprochent très, très étroitement des biothérapies. Donc, en fait, on fait les mêmes contrôles systématiques avant mise en route de traitement. En tout cas, c'est une nouvelle famille de médicaments sur laquelle maintenant on s'appuie très, très régulièrement. Allez, je vous offre une dernière question pour l'année 2019. Je vous l'offre. Et si vous pouvez répondre assez rapidement, mais je sais que ça ne va pas être simple, ça concerne la génétique. C'est vrai que quand dans des familles, on est touché, un, deux, la maman, le frère, enfin plutôt la sœur, quand on est comme ça un certain nombre, nous, on a l'impression que oui, le facteur génétique est prédominant. Et est-ce que dans le futur, il y aura des travaux encore plus importants sur la génétique? Oui, alors évidemment, il existe des familles de personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, hein, ou des familles de personnes atteintes de maladies auto-immunes. L'un a une polyarthrite, l'autre a un lupus, un troisième a un syndrome de Gougerot-Sjogren. Donc oui, ça existe ces familles-là. Et là, évidemment, on aimerait pouvoir identifier de façon bien précise le gène en cause qui pourrait ensuite être ciblé pour pouvoir agir sur ce gène. Voilà. Mais aujourd'hui, la grande majorité des polyarthrites rhumatoïdes n'ont un lien avec la génétique que relativement faible. Et encore une fois, je ne parle pas des familles de polyarthrite, de maladies auto-immunes qui sont vraiment des problèmes bien particuliers pour lesquels, oui, il y a de la recherche. Oui, il y a de la recherche pour essayer de trouver et d'identifier ces gènes particuliers à ces familles. Mais sinon, pour toutes les autres polyarthrites rhumatoïdes, lorsqu'on a une polyarthrite rhumatoïde, on fait partie de 0,3% de la population qui a une polyarthrite rhumatoïde. Le risque pour que son enfant ait une polyarthrite rhumatoïde est de 3%. On est passé de 0,3% à 3%. Alors oui, on a multiplié par 10, mais il y a 97% de chances que votre enfant n'ait jamais de polyarthrite rhumatoïde. C'est pour cela qu'il n'y a pas de conseil génétique. Donc n'ayez pas peur pour vos enfants si vous avez une polyarthrite, en dehors de ces familles de polyarthrite ou de maladies auto-immunes qui sont vraiment bien particulières. Bon, mais écoutez, professeur, il y aurait encore d'autres questions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 1000 remerciements là qui défilent. Merci, professeur. Conférence très claire, des explications voilà, qui nous rassurent. Donc, merci et beaucoup vous souhaitent également une bonne fête de fin d'année. Et bien entendu, je m'associe à tous ces participants. Pour petit rappel, donc, nous aurons un atelier sur le yoga le mercredi 22 janvier à 19 h et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Écoutez, un très grand merci. Merci aux participants qui ont été extrêmement nombreux et dynamiques au niveau des questions. Merci à vous et je souhaite une bonne année à vous toutes et tous. Et en particulier, bravo pour toutes ces actions de l'ANDA. Vraiment, je trouve ça formidable. C'est gentil à vous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.